Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle vous allez découvrir d'ici quelques instants le témoignage de Jeanne atteinte de la maladie de Lyme. Et je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir son combat contre cette maladie, mais aussi et surtout son courage et sa persévérance qui nous donnent une belle leçon de vie. Juste avant de la retrouver, si vous souhaitez soutenir Soda Magazine, pensez à nous suivre sur YouTube, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ça prend que quelques secondes et nous, ça nous fait un immense soutien. Et puis surtout, n'hésitez pas à parcourir notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres témoignages, comme celui de Lorena par exemple, qui a été adoptée à l'âge de 7 ans avant de retrouver sa sœur 15 ans plus tard, ou encore Elena, victime d'un pervers narcissique. Ceci étant dit, je vous laisse maintenant en compagnie de Jeanne et de son témoignage. C'est parti. Salut à tous, je m'appelle Jeanne, j'ai 18 ans, je suis étudiante en DUT-GEA à Besançon et aujourd'hui je viens vous parler de mon combat contre les maladies vectorielles à tiques et je pense que vous connaissez ça sous le nom de la maladie de Lyme. Mon histoire elle commence en 2018. Donc je faisais beaucoup de sport, dont de la natation synchronisée, du ski, du vélo, enfin énormément de sport. Et j'ai commencé à avoir des crampes à l'avant des mollets. Plus ça allait, en fait, moins je faisais de sport et plus ces crampes elles arrivaient vite. Ça devenait vraiment difficile de faire du sport, alors c'était vraiment ma passion. Finalement, ça devenait un peu un supplice de faire du sport parce que je finissais des entraînements en pleurant, on devait m'étirer les mollets, enfin ça devenait vraiment compliqué de continuer. Du coup, j'ai quand même continué pendant à peu près d'un an, une saison de natation. Au bout d'un moment, je suis arrivée un peu au maximum de ce que je pouvais et j'ai arrêté. Je suis allée voir un médecin. On a commencé à me parler du syndrome d'Eloge. Donc le syndrome d'Eloge, c'est un syndrome qu'un peu les sportifs ils ont souvent quand ils font trop de sport, c'est que les muscles ils grossissent trop vite, ils se musclent trop vite et du coup il y a trop de pression dans le mollet et ça fait comme des crampes un peu à l'effort. Et moi ça me faisait des crampes tellement fortes que j'avais des fourmis, enfin c'était vraiment les muscles ils étaient tout durs etc. Donc il m'a fait faire une échographie. Donc là on a vu une petite anomalie mais rien de grave. On m'a envoyé vers un autre spécialiste entre guillemets, un médecin du sport et c'est là qu'il m'a fait faire plusieurs examens pour voir si c'était vraiment ce syndrome là et si c'était ça il aurait pu m'opérer pour me soigner de ça. Plus les examens ils passaient, enfin c'était un peu long les échéances pour avoir des rendez-vous etc. Plus mes douleurs elles augmentaient, donc j'avais mal au mollet toujours, mais j'avais aussi mal aux avant-bras, aux bras etc. Et donc ça devenait vraiment un peu compliqué. Donc on est retourné voir mon médecin généraliste et vu que j'avais mal aussi aux articulations, et il m'a envoyé vers un rhumatologue. Donc de là j'ai fait énormément d'examens, j'ai fait une scintigraphie, des IRM, des radios, des prises de sang etc. À chaque fois c'était dans le but de chercher de l'inflammation. Enfin, je sortais souvent des rendez-vous, on me disait non mais il n'y a pas d'inflammation, c'est pas ça, c'est pas grave. Et donc j'ai quand même testé des traitements avec ce rhumatologue là, donc il y avait 3 traitements anti-inflammatoires à tester. Donc j'en ai fait 2 sur les 3 et les 2 ils n'ont pas fonctionné, ça améliorait pas mes douleurs, il n'y avait vraiment aucune amélioration. Donc on a décidé de faire une dernière échographie pour chercher vraiment les articulations qui m'étaient le plus douloureuses, donc c'était les poignets je crois. Vraiment il n'y avait toujours pas d'inflammation. Donc de là on a un peu commencé à me parler des maladies psychologiques, du stress etc. Donc on m'a dit que j'avais 17 ans à l'époque, on m'a dit qu'à 17 ans on était vraiment stressé, on savait pas trop où on voulait aller, c'était un peu comme si le stress tendait mes muscles et que c'était ça qui me faisait des douleurs. Du coup j'ai trop rien dit mais j'y ai pas trop cru sur le moment parce que je me suis dit peut-être les douleurs musculaires etc. Ça peut donner ça, mais je me disais j'avais mal aux articulations, enfin je trouvais ça bizarre mais je me suis dit bon pourquoi pas, je le garde dans un coin de ma tête. Et on est retourné voir mon médecin généraliste et là c'était vraiment mon état il s'empirait de plus en plus, donc je commençais à avoir des maux de tête, mes jambes elles me lâchaient donc je marchais mais je tremblais, j'avais vraiment une multitude de symptômes, ça commençait à arriver un peu doucement et il m'a envoyé vers une deuxième rhumatologue. Donc là j'ai été hospitalisée, c'était le 15 octobre. Donc j'ai été hospitalisée une semaine et on m'a fait encore énormément d'examens. Donc j'ai refait des radios, on m'a testé encore des anti-inflammatoires mais par voie intraveineuse, toujours aucune amélioration. Du coup à la sortie de cette hospitalisation, toujours rien, mais là on n'avait pas trop reparlé du côté psychologique avec les médecins de l'hôpital, tout ça. Du coup je suis retournée voir mon médecin généraliste parce qu'on était en attente de résultats de prise de sang il me semble. Là on a un peu commencé à me parler de maladies psychiatriques et même psychologiques, enfin c'était un peu compliqué à entendre ça. Je vais bien réexpliquer mes symptômes parce que là c'était vraiment compliqué, je commençais à... Quand je marchais, mes genoux ils me lâchaient, je tombais, enfin c'était vraiment... Je commençais à faire des malaises, de la fatigue. J'avais du mal à parler donc je trouvais pas mes mots ou alors j'arrivais pas à me concentrer pour écrire une lettre ou quoi. Enfin c'était vraiment... Je devenais un peu... je me dégradais. Donc là il s'est levé, enfin il a regardé ma maman, il s'est levé et il m'a dit... il a dit à ma maman, votre fille en médecine elle correspond à rien, on n'a jamais vu ça, c'est pas possible. Je me suis dit mais comment ça, c'est impossible qu'ils aient jamais vu ça, enfin je peux pas être la seule personne sur terre à avoir ces douleurs, enfin j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Je suis sortie de ce rendez-vous avec une prescription d'antidépresseurs
d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et un peu tous les trucs pour calmer, dormir, etc. Je pense que s'il n'y avait pas ma maman, ça aurait pu continuer jusqu'à ce que je sois internée en hôpital psychiatrique. Je sais pas comment expliquer, mais je me suis dit, c'est pas grave si c'est dans ma tête, enfin ça se peut que je sois triste, ça se peut que j'ai des problèmes, des maladies psychiatriques, enfin c'est possible, c'est des maladies comme les autres. Et du coup, j'ai décidé de prendre ces médicaments pendant 2 mois. En fait, j'ai eu aucune amélioration parce que je me suis vraiment, je ressentais plus rien. Donc ça veut dire que j'étais pas triste, mais j'étais pas heureuse, enfin j'avais vraiment aucun sentiment. Du coup, pendant 2 mois, j'étais vraiment une personne différente. C'était plus moi du tout. Quand j'ai vu que ça m'aidait pas sur mes douleurs, j'ai dit à mes parents, j'arrête tout, ça sert à rien que je prenne ça, c'est pour me détruire le corps, ça sert à rien. Donc j'ai arrêté les antidépresseurs et de là, ça a été un peu la chute libre parce que du coup j'avais encore plus de symptômes parce que la maladie que j'ai, elle se répandait parce qu'il n'y avait rien qui la contrait. Mais j'avais plus les antidépresseurs non plus, donc ça fait une certaine dépendance. Donc j'étais un peu... des fois j'avais des effets secondaires des antidépresseurs que j'avais eus. J'en pouvais plus parce que finalement les médecins ils me croyaient plus du tout. Donc là j'avais plus personne pour faire qui me retourner. Donc même mes parents ils disaient peut-être que oui, il y a peut-être eu un choc psychologique, il y a un décès dans la famille ou quelque chose comme ça qui m'a marqué. Donc on a un peu mis tout ça là-dessus. Finalement mon médecin il m'avait dit aussi, tu sais il y a des gens qui vivent avec des douleurs, ils se plaignent pas et puis ils vivent toute leur vie comme ça, ils s'y habituent, tu feras pareil. Il m'avait dit ça aussi en sortant et donc j'avais retenu cette phrase-là et un soir j'ai dit à mes parents, moi franchement si c'est pour vivre comme ça, vraiment je préfère ne plus vivre et je vois pas l'intérêt de vivre si je peux pas me battre contre quelque chose qui a un nom, si je me bats contre quelque chose qui est pas réel et qui me détruit. Donc j'ai été vraiment, je pense, dure avec moi et avec eux surtout, parce que ça doit jamais être facile d'entendre quelque chose comme ça quand on est parent. Et c'est un peu de là mes parents, ils ont repris les choses en main, ils se sont dit non mais c'est vrai, c'est impossible que ce soit le stress qui donne ça, etc. On a un peu remis les choses au clair et tout. Je suis arrivée vers un médecin qui traitait la maladie de Lyme, parce qu'elle avait cette maladie-là. Je suis arrivée vers elle parce qu'en fait, sachant qu'il n'y avait plus aucun médecin qui m'écoutait, on s'est dit on va faire les choses un peu par nous-mêmes. Donc on a cherché sur internet, on a regardé un peu et c'est vrai que je suis tombée assez rapidement sur cette maladie-là que je connaissais pas forcément et il y avait beaucoup de symptômes qui correspondaient. Mais bon, après on se dit toujours sur internet c'est jamais fiable à 100%. Le premier rendez-vous il a duré vraiment longtemps et on a fait le point sur tous mes symptômes, donc j'avais je pense une trentaine, une quarantaine de symptômes qui étaient, ils tournaient chaque jour en fait. En une journée, je pouvais peut-être avoir 4 symptômes différents qui venaient, qui partaient. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui bouge tout le temps. Donc avec ce médecin-là aussi, on a un peu fait le rapprochement parce que quand j'étais petite, donc à l'âge de 6 ans ou 5 ans, je me suis fait piquer par une tique. On l'avait enlevée directement, elle était dans mon cou je crois, et c'est maman qui me l'a enlevée et on s'était dit, parce qu'à cette époque-là vraiment on en parlait encore moins que maintenant, et j'avais pas du tout eu d'érythème ou quoi. On a enlevé la piqûre, on a bien surveillé et puis j'avais rien eu dans les jours à venir, qui suivaient. Du coup on a un peu laissé tomber là-dessus, puis j'ai continué ma vie et tout ça. Et c'est du coup avec ce médecin-là qu'on est revenu à ça. Et c'est vrai qu'en fait, depuis toute petite, on disait que j'étais hyper laxe, qu'on disait que j'étais trop souple des articulations, que du coup, ça allait passer quand je grandirais, etc., qu'à 18 ans, ce serait fini. Mais vraiment, j'avais tout le temps comme des entorses, mais vu que c'était pas bleu ou quoi, c'était pas des entorses, mais j'avais tout le temps mal de partout, en fait. Même les gens, ils m'appelaient Tamalou et tout, des fois, c'était super chiant. Mais vraiment, j'ai toujours eu mal partout. Et quand on y repense aussi, je crois que c'était 1 an après ou quoi, j'ai eu une pneumonie. Et donc, en fait, c'est sûrement lié aussi à cette piqûre-là. Et donc c'est un peu tous ces petits indices-là qui nous ont fait penser à ça aussi, mais vraiment avant ce rendez-vous-là, on n'y avait pas du tout pensé parce qu'on ne pensait pas qu'une tique pouvait amener tout ça, quoi. Puis encore moins... en fait, quand on a tellement peu d'informations, on ne va pas s'inventer, même en regardant sur internet ou quoi, on trouve pas tout et puis on trouve un peu de tout et n'importe quoi, donc on s'était vraiment pas fié à ça. En se rappelant de ça, avec le docteur là, qu'on a fait le lien, mais elle m'a expliqué qu'aussi c'était peut-être pas forcément cette tique-là, que peut-être que je m'étais fait piquer par d'autres tiques qu'on n'avait pas vues. Et que ça s'était déclenché comme ça, mais c'était vraiment un indice en plus. Et quand on avait fait déjà le bilan de tous les symptômes, plus ça faisait, je pense, beaucoup d'indices qui me prouvaient que c'était sûrement ça. Donc c'est là vraiment aussi que ça m'a donné de l'espoir d'aller chez elle, etc. Et je suis sortie de ce rendez-vous en pleurant en fait, mais en pleurant presque de joie, parce qu'à chaque fois que je sortais des rendez-vous, on me disait mais vous allez bien, vous êtes en pleine forme, et moi du coup je pleurais parce qu'on me disait que j'étais en pleine forme. C'est un peu contradictoire, mais je voulais tellement avoir un nom sur ce que j'avais que limite je m'en fichais de savoir ce que j'avais. Là vraiment j'ai pleuré, mais pleuré de joie, et ma maman elle était avec moi, et pareil je pense qu'elle pleurait de joie aussi, parce que c'était la première fois vraiment qu'on m'écoutait et qu'on prenait vraiment le temps de m'écouter, de me prendre au sérieux, parce que jusqu'à maintenant
Je voyais très bien, j'osais même plus donner tous mes symptômes quand j'arrivais chez le médecin parce que je savais qu'en fait il allait pas me croire, donc je disais 1 ou 2 symptômes les plus courants, enfin je disais que j'avais mal aux muscles et aux articulations et ça s'arrêtait là. Je disais peut-être un peu les maux de tête mais jamais plus parce que je savais qu'après c'était vraiment directement catalogué comme folle ou hypochondriaque ou je sais pas quoi. Et du coup elle, j'ai vraiment pu tout lui dire, enfin c'est même elle, elle m'avait dit mais arrête de mettre ça sur le dos du stress parce que parfois je voyais comme des petites taches noires etc. Je disais ah oui mais ça c'est parce que je stresse. Enfin à chaque fois que je trouvais une réponse avec le stress parce que j'étais un peu comme matrixée à dire c'est le stress, c'est le stress, c'est le stress. Et du coup vraiment les médecins ils m'avaient mis dans cet engrenage-là à toujours remettre la faute sur le stress et remettre en cause mes douleurs. Même moi je me faisais plus confiance, enfin je faisais même plus confiance à ce que mon corps il me disait. Et du coup vraiment en sortant de là je me suis dit mais peut-être qu'en fait c'est réel. Et du coup là j'étais complètement perdue parce que je me disais alors d'un côté c'est impossible que ce soit réel parce que jusque là on m'a dit que c'était faux et de l'autre bah du coup c'est peut-être vrai et peut-être qu'en fait je m'invente pas des trucs parce que j'en ai arrivé à me dire peut-être que j'ai besoin d'attention et que du coup mon corps inconsciemment il va s'inventer des symptômes pour que les gens prennent soin de moi ou quoi. Enfin je m'étais vraiment inventé des scénarios improbables. Et du coup, on a fait de suite à ce rendez-vous-là, on a fait des prises de sang en France pour des sérologies de la maladie de Lyme. Donc on a cherché plusieurs bactéries, puisqu'il faut savoir que la maladie de Lyme, c'est vraiment une bactérie, mais il existe plein d'autres bactéries qui peuvent causer des symptômes qui ressemblent beaucoup. Et donc on est arrivé au laboratoire, il fallait un laboratoire particulier déjà parce que c'est vraiment des analyses qui ne sont pas fiables. Au laboratoire déjà j'avais eu énormément de tubes de sang à prendre et moi j'avais un peu la phobie des prises de sang à cette époque-là. Du coup on est arrivé, on a fait ma prise de sang et on a attendu à peu près, je crois que c'était 3 semaines pour avoir les résultats, donc c'était hyper long pour moi pendant 3 semaines à toujours y penser à ça parce que du coup on pense toujours à la même chose, enfin, on est en boucle là-dessus et franchement c'est insupportable d'attendre aussi longtemps. Une fois que les résultats sont arrivés, donc il me semble qu'on avait appelé le laboratoire parce qu'on n'arrivait pas à avoir les résultats, enfin c'est vraiment... les tests de la maladie de Lyme c'est vraiment compliqué. On les a appelés, ils nous ont dit non mais tout va bien, tout est négatif, c'est tout bon. Et on n'a même pas eu le droit de recevoir les analyses avec les numéros, enfin les chiffres, etc. On n'a rien reçu, c'est tout mon médecin qui a reçu. Et donc on est allé la voir pour qu'elle nous en dise un peu plus. Et donc moi j'étais encore en train de pleurer parce que je me suis dit oh non encore une fois c'est pas ça alors que pour moi c'était vraiment le rendez-vous de la dernière chance. Je me suis dit si j'ai pas de diagnostic là vraiment je trouverai jamais et puis vraiment enfin, c'était la catastrophe pour moi si je trouvais pas quelque chose. Donc on est arrivé à ce deuxième rendez-vous chez ce médecin-là où on a un peu analysé les résultats du laboratoire. Elle a vu en fait assez rapidement que j'avais des marqueurs de bactéries. En fait, il me les avait mis négatifs parce que, par exemple, si le seuil était à, je sais pas, je vais dire un chiffre 62 et moi j'étais à 62 sauf qu'ils me voulaient pas me le mettre positif. Enfin, je sais pas forcément pourquoi ils veulent pas que ce soit reconnu comme ça, mais donc il y avait vraiment des bactéries. Enfin, du coup là, c'est là où j'ai su que oui, j'avais une maladie et que c'était réel. Mais en France, j'étais comme s'il y avait toujours rien. Du coup, elle m'a demandé de faire un test PCR en Suisse. Donc, c'est des tests qui ne sont pas remboursés dans les laboratoires en Suisse. Donc, les tests PCR, c'était de la salive, du sang. Il y avait plusieurs choses à prendre. Donc là, pareil, les résultats, c'était assez long. Mais c'était vraiment le seul moyen d'être un peu légitime dans ce qu'on disait en faisant ces tests-là. Donc, on les a faits. C'était par une infirmière à domicile. Donc, il fallait aussi trouver quelqu'un qui voulait nous le faire parce que c'était un peu compliqué, vu que c'était pas reconnu, de demander quelque chose à une infirmière, il n'y avait pas d'ordonnance. À la sortie de ces tests-là, on a vu que j'avais encore 3 bactéries. Donc c'est là qu'on a pu commencer un traitement. Donc j'ai eu 1 mois d'antibiotiques, un mois hyper compliqué. Enfin, j'ai commencé les antibiotiques un mardi soir, je me rappelle, et je suis allée au lycée. Donc les 2 premiers jours, c'est allé. Et le jeudi soir, j'ai appelé ma maman, je supportais plus la lumière. Donc en fait, j'avais comme une énorme migraine et vraiment la vue de la lumière, je sais même pas comment expliquer, c'est comme un étau dans la tête, c'était vraiment horrible comme sensation. Et donc ma maman elle est venue me chercher. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu le pire mois, je pense. Mes symptômes, ils empiraient à chaque fois encore plus. Donc je me suis inquiétée, c'est normal, je pense, mais on a rappelé ce médecin. Et elle a dit non mais c'est normal, en fait c'est... Quand on tue les bactéries, elles vont se défendre en fait et elles vont donner encore plus de symptômes. Mais donc vraiment j'étais alitée pendant 2 semaines, je pouvais plus marcher, j'ai été en fauteuil roulant pendant tout le mois. C'était vraiment, on sortait de chez moi, j'avais les lunettes de soleil, enfin vraiment je supportais plus du tout la lumière, le bruit, je mangeais quasiment plus. Enfin c'était vraiment des réactions assez fortes que j'ai eues et ça s'améliorait pas en fait, j'avais aucune amélioration de mes symptômes. Mais je me disais bon je passe par le pire pour aller mieux, donc en fait je gardais un peu le moral en me disant ça quoi. Au bout des 1 mois, on est retourné voir ce médecin. Et on a fait un peu le point sur ce qui allait mieux, ce qui était pire, comment j'ai vécu ça. Et donc là, on a un peu raconté mon parcours du combattant parce que vraiment c'était compliqué. Elle a constaté que du coup, il n'y avait pas forcément d'amélioration. En fait, mes symptômes que j'avais au départ, ils étaient quasiment
toujours aussi présent que là. Il y avait quelques améliorations, mais pas suffisamment pour dire que le traitement il avait fonctionné. Du coup, elle a décidé de m'envoyer chez un autre médecin. Il me semble qu'entre-temps, il y a eu le confinement. Donc pareil, pendant le confinement, je pouvais plus aller chez le kiné, etc. Donc en fait, mon état, il se dégrade encore plus parce que j'avais moins de mobilité. Et il faut savoir que moins on bouge, plus on a de symptômes aussi. C'est un peu un cercle vicieux parce que on a mal, on veut pas bouger, mais en même temps, si on bouge pas, on a encore plus mal. Du coup, c'était vraiment compliqué pour moi. J'ai pu quand même aller assez vite voir ce médecin-là. Elle m'a pris en charge directement, donc j'allais 2 fois par semaine la voir. Donc c'était à 1h30 de route de chez moi. Enfin, j'y vais encore maintenant, donc voilà. Heureusement que c'est tombé pendant la période où ma maman travaillait moins, où il y avait forcément le confinement, etc. Et elle a pu m'amener à chaque rendez-vous parce que sans ça, c'était impossible pour moi d'aller toute seule. Enfin, c'était vraiment super loin, etc. et fatigant. J'ai été pendant 3 semaines où j'allais 2 fois par semaine, donc on préparait mon corps au traitement. Donc je faisais des séances d'acupuncture et d'ostéopathie avec elle. Donc vraiment là, c'était pour faire, en fait, favoriser au mieux l'arrivée des antibiotiques, parce que vraiment elle m'avait prévenu que ça allait être 2 mois très compliqués, parce que j'ai eu 8 semaines avec 2 antibiotiques, et elle m'avait un peu prévenu qu'on allait entrer en guerre et qu'il fallait être forte et fallait avoir envie d'aller mieux, quoi. Donc il y a eu aussi la mise en place d'un régime entre-temps. En fait, les bactéries, pour essayer de limiter au maximum leur impact, j'ai plus le droit encore maintenant de manger du gluten, du lait, du sucre, et il faut que je limite un peu la viande et les féculents. Donc ça, pareil, c'était un peu compliqué au début de tout mettre ça en place, parce que même moi, au début, le gluten, franchement, je savais pas du tout dans quoi on le trouvait. Enfin, c'était vraiment le néant pour moi, donc j'ai dû aussi apprendre à manger autrement. Mais c'était pareil, enfin, je me suis jamais dit « Oh mon Dieu, c'est la catastrophe, je peux plus manger comme les autres, quand tu vas au restaurant, je peux rien manger ». Enfin, jamais je me suis dit ça, parce que je me suis dit « C'est pour aller mieux, si c'est ça qu'il faut faire, enfin, c'est pas grave, je le fais, quoi ». Donc j'ai eu ce régime-là, les séances d'acupuncture. Et après, c'est là qu'on a commencé vraiment les 8 semaines de traitement. Donc ça a été pareil, encore une fois, 8 semaines hyper compliquées. Donc pareil, au début, j'étais couchée dans mon lit, mais je savais qu'il fallait que j'aille de l'avant, il fallait que je marche quand même, que je fasse des étirements, etc. pour rester en mouvement. Les antibiotiques aussi, ils ont beaucoup d'effets secondaires, donc j'avais super mal au tendon. J'avais en plus de ça, encore une fois, mes symptômes qui empiraient. Enfin, vraiment, pour moi, c'était vraiment 8 semaines super longues. Et je pouvais pas non plus aller au soleil, sachant que c'était entre mai et juillet. C'était vraiment les mois où tu as envie de partir au soleil. Enfin bon, il y avait le confinement, mais tu as quand même envie d'être dehors chez toi. Mais du coup, je pouvais pas. Donc à chaque fois, je devais me camoufler pour aller dehors, un peu me marcher ou me promener en fauteuil, etc. Tout ça, ça a été un peu des choses qui s'accumulaient en plus, mais c'était pas non plus le pire. Par exemple, d'avoir soit le régime, soit de devoir se cacher du soleil. C'était pas forcément des fatalités. Pour moi, c'était un peu la partie la moins grave. Du coup, je me suis pas trop attardée là-dessus. Après, j'essayais vraiment de toujours garder le moral, de faire un peu des activités. Donc, comme je pouvais plus faire de sport, c'est pareil, ça a été très compliqué. Du coup, j'ai commencé à peindre, à écrire, j'ai recommencé un peu le piano. Enfin, vraiment, j'essayais de me changer les idées au maximum, parce que je me suis dit, tu peux pas rien faire. Enfin, c'est impossible de rester couché sur le canapé à attendre que t'aies... Enfin, dans tous les cas, je me suis dit, t'auras mal, que tu restes couché ou que tu fasses quelque chose. Donc je me disais, allez, force-toi, fais quelque chose. Je pense que j'ai eu de la chance aussi d'avoir ma famille, que ce soit mes grands-parents ou mes parents, ils étaient tout le temps là. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi, je pense, de ne pas être toute seule à traverser ça. Parce que c'est vrai que le premier mois de traitement que j'ai fait, j'étais toute seule chez moi, et donc tous mes amis étaient à l'école. Donc forcément, tu peux pas avoir la présence de tout le monde. Et pendant le premier mois de traitement, je pouvais plus du tout utiliser mon téléphone, parce que rien que la lumière des écrans, c'était catastrophique. Donc j'avais pas forcément de contact, j'étais vraiment toute seule. Avec, il y avait ma grand-mère qui venait souvent me voir l'après-midi. Elle me faisait jouer aux cartes, des choses comme ça, pour essayer de me changer les idées. On allait un peu dehors se promener en fauteuil, mais vraiment très peu, parce que la lumière, c'était trop violent. Et je pense que c'était ça qui était le plus dur, d'être un peu coupée de tout pendant ce premier mois de traitement. De se dire, les gens ils me soutiennent, mais forcément ils peuvent pas me le dire, ou alors ils me l'ont dit mais je n'ai pas encore ouvert les messages ou quoi, donc c'était un peu compliqué. Dès que j'ai pu, je crois que je suis retournée au lycée, vraiment le plus rapidement possible. J'ai toujours voulu continuer à fond le lycée, les études, tout ça, parce que je me suis dit, si c'est un peu le seul moyen pour moi d'être normale, entre guillemets. C'était un peu ce qui me permettait d'avoir de l'espoir, de m'accrocher à quelque chose. Je me disais, allez, t'auras ton bac, et puis ça me permettait de voir un peu, je sais pas comment expliquer, mais voir dans le futur, en me disant il y arrivera quelque chose de bien, il n'y aura pas que la maladie qui ira, etc. Enfin, du coup, ça m'a un peu permis de garder un peu de l'optimisme, on va dire. C'est un peu compliqué à vivre, parce que aussi, pareil, j'ai eu des pertes de cheveux, et donc c'est aussi tout ce qui se rajoute aux douleurs, en fait. Je pense qu'il y a déjà assez, on souffre déjà assez comme ça pour avoir des problèmes à se rajouter, mais malheureusement, j'avais pas le choix. Du coup, je me suis pas trop arrêtée là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des choses un peu traumatisantes, genre quand je passais ma main dans mes cheveux et que je voyais tout tomber, ça c'était vraiment, je pense, une des choses les plus dures, même si c'était pas des douleurs en soi, parce que je me disais j'ai pas mal et tout, mais
c'est un peu, tu te sens vraiment malade, quoi. J'avais mes sourcils, vraiment, j'en avais quasiment plus. Et tu te regardes dans la glace, tu te reconnais même plus, quoi. Donc c'est ça qui était un peu compliqué, je pense. En dehors de ça, je me suis toujours battue pour vraiment pas me laisser tomber au fond du trou. Je me suis jamais dit « oh, c'est hyper injuste, j'ai que 18 ans, je vis ça, c'est horrible ». Parce que je me suis dit, si vraiment je pense comme ça, ce sera... Enfin, guérir en pensant ça, c'est juste impossible. Il faut prendre ce qui arrive comme ça et pas trop se poser de questions. Et je pense que c'est un peu comme ça que j'ai réussi à traverser tout ça, parce que je me dis, quand j'y repense, c'est vrai, des fois je vois des photos, je me dis c'était quand même... j'étais dans un état, c'était assez impressionnant. J'ai eu aussi des réactions sur la peau, donc j'ai des cicatrices encore maintenant. En fait, ma peau était un peu comme affaiblie, et ça me faisait des démangeaisons, et à peine je me grattais, vraiment sans forcément gratter fort, et je saignais, donc ça me brûlait la peau, enfin c'était vraiment des effets secondaires assez importants. Mais quand j'y repense, je me dis ça valait la peine, je pense, de faire tout ça, parce que sans ça, j'aurais jamais pu aller un peu mieux. Et ce qui me motive aussi, quand je revois tout ce que j'ai traversé, c'est de me dire j'ai quand même commencé où j'étais en fauteuil roulant, j'avais les doigts paralysés, je pouvais plus du tout, vraiment, j'étais pas capable de lire un livre. Bon, encore maintenant, c'est un peu compliqué, j'ai encore beaucoup de travail, il faut encore beaucoup de temps pour que le corps il se remette de tout ce qu'il a subi. Mais il y a quand même une certaine évolution où tu te dis bon bah ça va, ça valait la peine de faire tout ça, et ça valait la peine de pas non plus baisser les bras, laisser tomber, même si les gens ils disent souvent oh t'es courageuse et tout, mais je pense que ça arriverait à n'importe qui, tout le monde ferait pareil, on n'a pas vraiment le choix, quand il arrive quelque chose comme ça, soit après oui tu peux te voir tout en noir et dire bon bah c'est la catastrophe, ou alors tu peux aussi continuer à te battre et vouloir continuer ta vie comme un peu avant. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu, c'était de montrer aux autres que oui, on peut être malade, mais on peut quand même être heureux, on peut quand même continuer de se maquiller, de s'habiller, on peut quand même faire des études. Et vraiment, c'était un peu la chose que je voulais vraiment, genre montrer qu'on peut réussir en étant malade. Donc le plus dur aussi, c'était d'accepter le regard des autres, parce que on me voyait marcher dans la rue avec mes béquilles, une béquille, des fois 2 béquilles, des fois je boitais, des fois j'étais en fauteuil, des fois j'avais le bras paralysé. Enfin vraiment, les gens ils me voyaient un peu sous tous mes angles et jamais pareil. Et donc je pense que c'était dur aussi de toujours avoir l'impression de devoir se justifier. Enfin dans la rue, des fois je marchais et je voyais les gens ils me regardaient de haut en bas parce que j'avais une béquille, mais j'avais pas de plâtre, pas d'attelle, donc ils cherchaient un peu où est-ce qu'il y avait, où j'avais mal, et forcément ça se voyait pas. Et c'est ça aussi qui me faisait mal. Enfin des fois vraiment les gens ils sont pas discrets, et je pense que c'est ça aussi il faut sensibiliser les gens, parce que c'est vrai que on n'a pas besoin de ça, c'est vraiment des choses qui se rajoutent en plus, et c'est lourd d'avoir toujours l'impression de devoir se justifier. J'ai tellement douté de moi-même sur la réalité de ma maladie que du coup j'avais toujours l'impression que tout le monde me remettait tout en question. Donc c'est vrai qu'il y a des jours où j'allais mieux et puis on me disait « Ah mais aujourd'hui t'as bonne mine, tu peux faire ça, mais hier tu pouvais pas faire ça, c'est bizarre et tout ». Et moi à chaque fois je me disais « Mais du coup c'est vrai, alors est-ce que du coup je suis vraiment malade, ou est-ce que même les médecins ils se trompent ?» Enfin vraiment j'ai eu tellement de remises en question, et je pense que c'est tout des conséquences des fois où on m'a dit que c'était psychosomatique, etc. Donc je pense que c'est des choses qui marquent. C'est ce qui m'a le plus ralenti dans l'acceptation de la maladie, je pense. Parce que je voyais déjà mes amis qui continuaient le sport, ma famille aussi. Et au début, j'étais vraiment en colère contre les gens qui faisaient du sport. Alors je me suis vite calmée parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment mauvais déjà pour moi et même pour eux. Enfin, il n'y avait aucune raison de leur en vouloir. C'était vraiment ma passion, et du jour au lendemain, tu peux plus en faire, et tu vois tout le monde qui est à fond dans le sport et tout. Ils parlent de ça pendant des heures et toi, t'es là, tu peux pas en faire. Et en fait, je pense que j'avais tellement... j'étais un peu comme frustrée, et je pense que du coup, je le remettais un peu sur mes proches aussi, parce que c'est forcément eux qui prennent, parce que je sais qu'ils seront là pour toi quoi qu'il arrive, donc tu peux un peu... péter des câbles sur eux, ils vont accepter entre guillemets. Mais je me suis rendu compte que tout ça, ça servirait à rien, d'être en colère, d'être triste. C'était vraiment pas ce qui m'aiderait à aller mieux. Du coup, j'ai assez vite compris qu'il fallait vraiment que je fasse mon chemin psychologique aussi. Me dire, allez, c'est pas grave, c'est comme ça, t'acceptes. Cette année, ça va être compliqué, peut-être pendant les années qui suivent aussi, mais c'est comme ça, il faut te battre avec ça. Et j'ai toujours vu ça un peu comme... c'est le destin entre guillemets. Enfin, je me suis dit si c'est arrivé là comme ça, c'est que je dois apprendre quelque chose, c'est que c'est pas une fatalité, genre c'est pas je suis tombée malade, tant pis, c'est comme ça quoi. Je me suis toujours dit bon bah je suis malade, mais c'est pour apprendre quelque chose, ça va me faire grandir, j'aurai sûrement quelque chose à en tirer. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai pu, je pense, évoluer, accepter les symptômes et continuer de vivre du mieux que je pouvais quoi. Après il y a aussi les gens qui nous font des remarques, des reproches, etc. Donc par exemple moi j'ai toujours voulu continuer d'aller en cours, je faisais de mon mieux, enfin même quand j'ai été hospitalisée, je continuais de prendre mes cours à l'hôpital, vraiment c'était vraiment le moyen de m'accrocher, parce que je voulais vraiment être comme les autres et traiter de la même façon on va dire. Et il y a toujours des personnes qui vont venir. Donc moi ils me disaient que j'avais des bonnes notes parce que les profs ils savaient que j'étais malade, ils avaient un peu de la pitié. Une fois j'étais en fauteuil roulant dans un voyage, c'était un voyage scolaire,
tout le monde était debout et moi, ils étaient un peu fatigués, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai pas l'attitude de me plaindre, j'aime pas forcément qu'on me plaigne. Et ils se plaignaient tous d'être debout, de marcher, etc. Et je leur ai dit, mais voyez le bon côté des choses, on est à Paris, on a de la chance, on voyage, vous pouvez marcher, c'est génial et tout. Une personne qui m'a dit, t'as rien à dire, t'es assise, tu vas pas me dire que t'es fatiguée, tu peux pas comprendre ce que c'est, etc. Et j'étais un peu hallucinée parce que c'est des remarques qui sont un peu blessantes. Toi, t'es en fauteuil, t'essayes de voir le positif et on te reproche en fait de pas être fatigué ou quoi, alors que la fatigue, elle était bien, je pense, bien plus présente que quelqu'un qui était debout même une journée entière à marcher. C'est tout des choses qu'on se prend un peu en pleine figure et il faut encaisser, quoi. Je pense que c'est ça aussi qui est dur, c'est vraiment, je pense, tout ce qui nous entoure. C'est pas forcément la maladie en elle-même, je pense qu'il y a des gens aussi qui font beaucoup de mal. Des amis aussi, j'ai perdu énormément d'amis parce que forcément on va plus aux soirées, on n'est plus aussi rigolote qu'avant, on court plus partout, on saute plus partout et je pense que les gens, c'est vite chiant pour eux de devoir prendre des nouvelles, de demander est-ce que ça va, de toujours avoir des mauvaises nouvelles ou quoi. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça, eux. Et après, je comprends parce qu'ils ont leur vie à côté et tout, mais il y a des gens qui vont pas forcément faire l'effort et dès le début, ils ont complètement arrêté de prendre de mes nouvelles, arrêté de me parler, un peu comme si j'étais pestiférée, alors que forcément, j'étais juste malade, quoi. Même moi, je m'excusais de ça, alors que finalement, c'est même pas on peut même pas s'excuser d'être malade, quoi. C'est des gens qui comprennent pas. Je me suis rendu compte que c'était vraiment que certaines personnes, et heureusement, il y a des personnes qui restent vraiment, qui sont là pour nous, etc. Mais ça fait vraiment, je pense, du tri. Et je pense que c'est important aussi, finalement, ça fait partie du chemin et c'est comme ça, on n'avait pas le choix forcément. Donc c'est des maladies aussi où les traitements sont compliqués parce qu'il y a des traitements, il y a beaucoup de traitements déjà non remboursés. Et je pense que c'est une charge mentale aussi en plus quand on est malade de savoir quels médicaments on prend, quand, les traitements, les rendez-vous, c'est vraiment des... Il faut toujours penser, donc en fait, d'un côté, on essaye de ne pas penser à la maladie, mais de l'autre, on est obligé d'y penser tout le temps. Donc là, par exemple, c'est mon pilulier, donc par semaine, je m'organise par jour, en fait, pour prendre mes médicaments. Donc j'en ai environ 25 par jour en ce moment. Donc aussi, il faut savoir que c'est pas à chaque piqûre de tique qu'on peut être porteur de la maladie, parce qu'il y a déjà des tiques qui ne sont pas infectées par ces bactéries-là. Il y a aussi le corps qui est capable normalement de se défendre. Il a les capacités, c'est sûrement que... Je me suis peut-être fait piquer à une période où mon système immunitaire était plus bas. Et donc les bactéries, elles en ont profité un peu pour se développer, etc. Et ça s'est un peu comme endormi. Et je pense que c'est arrivé à une période où j'étais peut-être plus fatiguée parce que je faisais beaucoup de sport, peut-être eu des chocs psychologiques ou quoi. Et c'est là que les bactéries se sont réveillées. Et c'est là que du coup, les bactéries, je pense, qui s'étaient endormies, et elles se sont revenues. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas à chaque piqûre qu'on aura ça. Et il y a aussi différents stades de la maladie qui font que chaque personne est vraiment différente à ça. Donc aujourd'hui, j'ai encore énormément de symptômes malgré les traitements que j'ai eus parce que le corps il a tellement été affaibli, il a tellement subi que il faut du temps pour s'en remettre. Et je sais pas non plus si à l'avenir je serai capable de reprendre ma vie comme avant. Après, j'ai pas forcément non plus envie de reprendre ma vie d'avant parce que j'ai tellement évolué psychologiquement et mentalement. Je pense que on grandit beaucoup quand on tombe malade, surtout à ces âges-là. Et donc c'est pas vraiment la vie d'avant que je voudrais retrouver, mais je pense plus ma santé entre guillemets. Mais je pense qu'il y aura vraiment mon objectif, c'est de refaire du sport. Alors forcément pas au même niveau qu'avant et pas à la même intensité, la même fréquence, mais vraiment refaire un peu de sport et surtout réussir, je pense, mes études, ma vie professionnelle, etc. Et c'est pour ça que je continue les études. Donc là, je suis entrée dans les études supérieures avec un DUT GEA. Donc j'aimerais peut-être plus tard faire expert comptable. Donc c'est des études assez longues et c'est un peu pareil, toujours ce qui me motive de voir l'avenir positivement en me disant j'ai mon objectif, c'est de faire ce métier-là et ça permet d'aller de l'avant. Qu'on est là, on essaie le de regard dans le s'approcher. décolleté. Voilà, le regard dans le décolleté, je suis là, non mais en fait regarde mes yeux quoi, mes yeux sont ici, tu vois. Je vais jamais mettre un décolleté avec une mini-jupe par exemple. Il me semble que tu m'en avais parlé une fois. C'était la phobie du balai à chiottes. Ça existe. Non mais en fait c'est drôle, mais en même temps c'est gênant en fait. T'es en mode... J'avais besoin de retrouver confiance en moi justement.